Salut tout le monde. Ceci est la chaîne Encyclopédie. Le livre expliqué dans cet épisode est L'avantage humain, une nouvelle compréhension de la façon dont notre cerveau est devenu remarquable. Dans la vraie vie, peu de gens se demandent pourquoi les humains sont-ils plus intelligents que les autres espèces. La question qu'on nous pose souvent lorsque nous grandissons est pourquoi n'êtes-vous toujours pas aussi intelligents que les enfants des autres? Cela nous amène à une question, nous pouvons comprendre qu'il existe un écart d'intelligence entre les gens, alors qu'est-ce qui provoque exactement cette différence d'intelligence entre les gens et entre les humains et les autres espèces? Jetons d'abord un coup d'œil au plus grand représentant de l'intelligence humaine, Einstein. Einstein est décédé en 1955. Son cerveau a été retiré après sa mort et on ne sait jamais où il se trouve depuis. Thomas Harvey, un pathologiste américain accusé d'avoir volé le cerveau d'Einstein, a révélé une révélation choquante dans une interview exclusive. Il avait déjà coupé le cerveau d'Einstein en 240 morceaux et l'avait emporté avec lui pour ses recherches. Selon les données fournies par Harvey, le cerveau d'Einstein pesait environ 1230 grammes. Peut-être que tout le monde n'a aucune idée de cette valeur. Le poids moyen du cerveau d'un homme adulte est de 1400 grammes. Si nous le mesurons en poids, le cerveau d'Einstein n'est pas exceptionnel. Alors, quels sont les facteurs qui affectent l'intelligence? L'auteur de ce livre est une scientifique brésilienne au nom particulièrement long, Susana Herculano Uzel. Elle était également très intéressée par cette question et se trouvait être engagée dans les neurosciences. Elle en a donc eu l'occasion en premier et a commencé à essayer de répondre à cette question en utilisant des méthodes de recherche scientifique. Afin de mener des recherches rapidement, facilement et économiquement, Suzanne a mis à l'extrême ses compétences de femme au foyer, et le goût est aussi lourd qu'on ne peut l'imaginer, et elle ne pourrait pas le faire sans elle. Elle a déjà utilisé un hachoir à viande pour réduire le cerveau humain en pulpe et a utilisé un couteau délicat pour couper le cerveau humain en morceaux. Après avoir récupéré la moitié du cerveau d'un éléphant, qui pesait plus de 5 livres, la première chose qu'elle a faite a été d'emmener sa fille de 9 ans à la quincaillerie pour acheter une scie et couper elle-même le cerveau de l'éléphant en 25 morceaux. Bien sûr, Susanna n'a pas fait cela pour satisfaire ses propres mauvais goûts, mais parce qu'elle n'avait pas d'argent. Le cerveau d'Einstein pesait moins que celui d'une personne moyenne, mais qu'en est-il des autres aspects? Se pourrait-il que, bien qu'il soit plus léger, avoir beaucoup plus de neurones qu'une personne moyenne ait fait d'Einstein un génie? Pour répondre à cette question, vous devez maîtriser la méthode de comptage du nombre de neurones dans le cerveau. La méthode de calcul traditionnelle nécessite des fonds énormes pour chaque cerveau compté. Susanna manque d'argent et ne peut trouver qu'un moyen de sauver le pays. Elle a apporté un mélangeur de chez elle et a essayé de briser et de remuer le cerveau de la souris avec la solution expérimentale. De cette façon, il lui suffisait de prendre une petite partie de la solution et de compter le nombre de noyaux qu'elle contenait, et elle pouvait en déduire que le cerveau entier avait combien de neurones. La solution agitée était beaucoup plus épaisse qu'auparavant. Cette méthode, qui semble effrayante aux gens, a été baptisée « soupe au cerveau ». Avec la méthode de la soupe cérébrale, Susanna a testé des souris, des lapins et des singes en laboratoire, mais cela n'a évidemment pas suffi, étudier la relation entre le nombre de neurones et le poids du cerveau, en plus du cerveau de ces petits animaux. Il faut trouver des cerveaux de tigres, de lions et d'éléphants et revenir les étudier. Par l'intermédiaire de ses collègues, Susanna a contacté une fondation en Afrique qui s'occupe des animaux sauvages sauvés des braconniers. Une fois ces animaux sauvés, certains seront achetés par des zoos du monde entier, tandis que d'autres seront achetés par des scientifiques comme échantillons expérimentaux. Susanna n'avait pas d'argent pour l'acheter elle-même, elle a donc dû l'emprunter à ses collègues. Son collègue lui a non seulement généreusement prêté la moitié d'un cerveau d'éléphant, mais l'a également invité à participer au processus d'ablation du cerveau. Susanna a donc joyeusement transporté une petite valise du Brésil vers l'Afrique, a personnellement retiré le cerveau de l'éléphant et en a ramené la moitié dans son pays. Dès son retour au Brésil, la scène que nous avons mentionnée précédemment s'est produite, ne voulant pas dépenser une énorme somme d'argent pour acheter des instruments coupants, Susanna a accompli la tâche importante de couper le cerveau de l'éléphant avec une scie achetée dans une quincaillerie. Une autre chose à dire ici est que même si le processus de recherche de Suzanne semble un peu effrayant, tous les animaux utilisés dans la recherche ont été obtenus légalement et il n'y a aucun problème de cruauté envers les animaux. Bien que le processus de recherche de l'auteur implique divers oiseaux et animaux, ce livre aborde principalement 3 questions courantes dans la société humaine. On dit que les êtres humains sont l'esprit de toute chose. Est-ce parce que l'évolution de notre cerveau s'est accélérée? Pourquoi les enfants des autres sont-ils toujours plus intelligents que moi? Pourquoi certaines personnes disent-elles toujours que si l'on veut conquérir le cœur des gens, il faut d'abord conquérir leur estomac? Première partie. La première question est la suivante. La raison pour laquelle les humains sont devenus la plus puissante de toutes les créatures est-elle due au fait que l'évolution de notre cerveau s'est accélérée? Les humains sont devenus l'esprit de toute chose parce que l'évolution de notre cerveau s'est accélérée, comme éclairée par la main de Dieu, et possède un pouvoir magique. Bien que nous ne puissions pas courir aussi vite que les guépards, que nous ne soyons pas aussi grands que les girafes, que nous ne soyons pas aussi grands que les éléphants et que nous soyons aussi intelligents que les gorilles, nous, les humains, avons inventé Internet et fabriqué les téléphones portables, permettant ainsi la diffusion efficace des connaissances.
Aux yeux de Susanna, l'auteur de ce livre, la main de Dieu est entièrement l'imagination humaine. La raison pour laquelle le cerveau humain présente des capacités avancées différentes de celles des autres espèces n'est pas due au fait que nous sommes nés avec des pouvoirs surnaturels. En tant que membre de la famille des primates, le cerveau humain suit strictement les règles de l'évolution des primates. En d'autres termes, même si nous gouvernons le monde et dominons les autres espèces, nous ne sommes en réalité que des créatures ordinaires qui suivent les lois de l'évolution. Les règles de l'évolution de notre cerveau ne sont pas différentes de celles des autres primates. Bien que les règles de l'évolution n'aient rien de spécial, le cerveau humain lui-même est en réalité spécial par rapport à celui des autres primates. Pourquoi dites-vous cela? Les 3 chiffres partagés avec vous ci-dessous devraient pouvoir illustrer cette problématique. Le premier chiffre est 7. Comparé à celui des non-primates de même taille, le cerveau humain est 7 fois plus grand. Imaginez si votre tête ne faisait que la moitié de la taille de votre poing, vous sentiriez-vous toujours grand et puissant? Lorsque vous prétendez être l'esprit de toute chose, n'êtes-vous pas assez confiant? Le deuxième nombre est 25. Le cerveau humain est un gros mangeur dans le monde de la consommation d'énergie, bien qu'il ne soit pas gros, il consomme chaque jour 25% de l'énergie totale consommée par le corps humain. Pour exagérer, si vous mangez 3 repas par jour, au moins presque un d'entre eux est spécialement destiné à votre tête intelligente. Ce n'est pas votre estomac qui souffre du fait de ne pas manger, mais votre cerveau. De cette façon, il n'est pas difficile pour nous de comprendre pourquoi certaines filles se mettent au régime dès qu'elles parlent de perdre du poids. Elles ont l'air étourdies après un régime. Lorsqu'elles ont faim, leur corps peut être épuisé, mais leur cerveau ne le peut pas attendre. Le troisième nombre est un tiers. Nous disons toujours que le plus proche parent de l'être humain est le gorille et que l'intelligence du gorille est la meilleure du monde animal. Mais en fait, la taille du cerveau d'un gorille ne représente qu'un tiers de celle d'un cerveau humain. Devant l'homme, cette capacité cérébrale ne peut être considérée que comme insignifiante. Puisqu'il semble si spécial, pourquoi Suzanne est-elle parvenue à la conclusion que le cerveau humain est ordinaire après l'avoir étudié? Cela nous amène à parler d'un concept plutôt délicat, les règles de mise à l'échelle des neurones. Quelles sont les règles de mise à l'échelle des neurones? Pour faire simple, le cerveau de chaque animal doit suivre certaines règles au cours du processus d'évolution. Cette règle dicte la relation entre le nombre de neurones et le volume du cerveau. Certains animaux ont un degré d'évolution plus élevé et peuvent avoir plus de neurones dans le même volume. Certains animaux ont un niveau d'évolution plus faible et possèdent moins de neurones pour un même volume. Il convient de noter que le poids et le volume du cerveau de tous les animaux sont positivement corrélés, plus le volume est grand, plus le poids est important. Par conséquent, dans le processus de recherche, certains scientifiques utilisent le volume comme paramètre, et certains scientifiques utilisent le poids comme paramètre, mais les conclusions qu'ils tirent sont à peu près les mêmes. Par exemple, les rongeurs représentés par les souris ont un niveau d'évolution relativement faible, avec un petit cerveau et un petit nombre de neurones. Les humains sont une espèce extrêmement intelligente, possédant jusqu'à 100 milliards de neurones. Si nous avions le malheur de suivre les règles de mise à l'échelle des neurones de la souris, pour maintenir 100 milliards de neurones, notre cerveau devrait peser plus de 30 kg, ce qui correspondrait à un poids allant jusqu'à 80 tonnes. Une personne pesant 80 tonnes ne peut probablement flotter dans la mer que comme une baleine. Heureusement, nous ne suivons pas les règles de mise à l'échelle des neurones des rongeurs, nous sommes des primates. En tant que primate ordinaire, il suit généralement les règles de mise à l'échelle des neurones des primates. En tant qu'espèce relativement hautement évoluée, les primates se sont libérés de la malédiction selon laquelle plus de neurones signifie des cerveaux plus gros. Leur cortex cérébral et leur cervelet regroupent miraculeusement plus de neurones dans un volume plus petit. En termes d'intelligence, ils sont loin derrière les autres espèces. Notre cerveau humain est donc sans aucun doute le cerveau le plus puissant. Nous sommes effectivement meilleurs que les autres espèces, mais ce n'est pas parce que notre évolution s'est accélérée. La seconde partie. Beaucoup de gens ont dû se demander, pourquoi les enfants des autres sont-ils toujours plus intelligents que moi? L'intelligence est en réalité un concept difficile à quantifier, c'est une apparence, derrière laquelle se cache ce qu'on appelle la capacité cognitive. De manière générale, plus la capacité cognitive est élevée, plus la personne est intelligente. Avant Susanna, les scientifiques étaient parvenus à un consensus, la capacité cognitive est étroitement liée au nombre de neurones dans le cerveau. Le cerveau humain peut être simplement divisé en 3 zones, le cortex cérébral, le cervelet et les autres zones cérébrales. Suzanne veut savoir exactement quelle zone du cerveau possède le nombre de neurones qui détermine la capacité cognitive. Après une série d'expériences complexes, Susanna a conclu que la capacité cognitive n'est liée qu'à une seule chose, à savoir le nombre de neurones dans le cortex cérébral. Pour revenir à l'exemple que nous avons donné, les enfants des autres sont plus intelligents que vous, non pas parce qu'ils utilisent souvent leur cerveau ou prennent des suppléments, mais parce que le nombre de neurones dans leur cortex cérébral dépasse le vôtre. Ensuite, nous parlerons en détail du processus expérimental de Susanna. Tout d'abord, elle a dû clarifier ce qu'est la capacité cognitive et si la capacité cognitive peut être assimilée à l'intelligence. Bien que les capacités cognitives semblent très avancées, elles ne sont pas propres aux humains.
De nombreux animaux possèdent cette capacité, comme le corbeau tenant des pierres dans l'histoire de Crow Drinking Water, le gorille du cirque qui sait compter et la capacité de compter dans le monde. Cirque un dauphin qui se reconnaît dans le miroir. Chaque fois que ces animaux adoptent certains comportements à l'aide de leur capacité cognitive, ils sont le plus souvent félicités pour leur intelligence et leur humanité. Mais un scientifique nommé Robert Dinard trouvait ennuyeux de faire l'éloge des animaux avec autant de tiédeur, il devait évaluer et classer les animaux pour voir qui était le plus intelligent. Dans notre monde humain, il existe un moyen très simple et grossier de juger si une personne est intelligente ou non, l'examen. Tant que les enfants des autres obtiennent des scores élevés, votre mère peut vous pointer du doigt et vous gronder parce que vous n'êtes pas assez intelligent. Pouvez-vous appliquer cette méthode aux animaux et les noter également? Par conséquent, Robert a conçu une série d'expériences basées sur les différences de taille corporelle, d'habitudes de vie et d'intérêt des différents animaux, puis a noté les animaux en fonction de leur performance. L'approche expérimentale différentielle utilisée par Robert est très simple à comprendre. Dans la même expérience, si vous placez une banane devant un gorille et un chiot, l'attraction sera-t-elle la même? Pouvez-vous dire que parce qu'un gorille bave sur une banane, il n'est pas aussi intelligent qu'un chiot? Après les ennuis de Robert, même s'il ne parvenait pas à déterminer quel animal était le plus intelligent, il a découvert une conclusion très importante pour la recherche sur le cerveau: le score des animaux dans l'expérience est étroitement lié au poids total de leur cerveau et à celui de leur cortex cérébral. Ou plus le cortex cérébral est lourd, plus la capacité cognitive est forte. Mais est-ce le cerveau tout entier ou seulement le cortex cérébral qui joue un rôle décisif? Suzanne a entamé la deuxième étape de la recherche. Cette fois, elle a utilisé l'arme secrète de la soupe au cerveau et a ciblé le cerveau de l'éléphant et le cerveau humain. Suzanne voulait savoir si la différence de poids entre les deux cerveaux entraînait des différences dans le nombre de neurones, entraînant ainsi des différences significatives dans les capacités cognitives. Dans le processus opérationnel réel, il est très simple de trouver des données liées au cerveau humain, le plus difficile est de déterminer les données du cerveau d'éléphant. En transformant le cerveau de l'éléphant en une soupe gluante, Suzanne a surmonté ce problème et a trouvé la réponse. Nous disposons de 3 ensembles de données: les capacités cognitives des humains et des éléphants, le poids total du cerveau des humains et des éléphants et le nombre de neurones dans le cortex cérébral des humains et des éléphants. Les humains sont évidemment plus intelligents que les éléphants, nous pouvons parler et écrire, et nous pouvons même amener les éléphants au laboratoire pour les étudier. Cependant, le poids du cerveau entier humain ne représente qu'un tiers du poids du cerveau entier de l'éléphant, de sorte que l'impact du poids du cerveau entier sur la capacité cognitive peut d'abord être exclu. Regardons le nombre de neurones dans le cortex cérébral. Le cerveau de l'éléphant dans son ensemble compte 257 milliards de neurones, mais 98% d'entre eux se trouvent en réalité dans le cervelet de l'éléphant. En ce qui concerne les données les plus critiques, à savoir le nombre de neurones dans le cortex cérébral, les éléphants n'en possèdent que 5,6 milliards, ce qui n'est pas comparable aux 16 milliards de neurones des humains. Susanna a ainsi prouvé la conclusion que nous avons mentionnée plus tôt: le poids de la tête n'a pas d'importance, le nombre de neurones dans le cortex cérébral est la clé pour déterminer si les humains sont intelligents ou non. Alors pourquoi les humains ont-ils plus de neurones dans le cortex cérébral que les autres espèces? La troisième partie. La troisième question n'est pas aussi compliquée que les deux premières. Cette question est liée à l'alimentation. Savez-vous pourquoi certaines personnes disent toujours que si vous voulez capturer le cœur d'une personne, vous devez d'abord capturer son estomac? Surtout le ventre d'un homme. Cette affirmation semble un peu incroyable au début. Il semble que l'apparence, le contenu et les antécédents familiaux soient tous secondaires. Si vous voulez avoir un bon mari, les filles doivent avoir le courage d'être mères, travailler dur et frire sans se plaindre. Surtout maintenant que l'industrie de l'Internet mobile se développe, sans parler de la livraison à emporter, tant que vous avez de l'argent, les chefs d'hôtel étoilés peuvent venir à votre porte pour cuisiner à la maison, donc beaucoup de filles n'aiment pas entendre cette phrase, et toujours l'impression que c'est pour eux. Donnez-leur de la soupe à l'ecstasy pour les encourager à contribuer aux besoins de leur famille. En fait, ce n'est vraiment pas le cas. De nos jours, il existe de nombreux programmes de cuisine sur Internet. S'agit-il uniquement de petites viandes fraîches portant un tablier et cuisinant pour le public avec une grande cuillère? Est-ce que lorsque quelqu'un mange tous les plats, vous ne pouvez pas vous empêcher d'avoir des cœurs rouges qui sortent de vos yeux, et vous en êtes obsédé à chaque minute et vous marchez main dans la main vers une nouvelle vie heureuse? Pourquoi la cuisine est-elle si attirante sexuellement pour les hommes et les femmes? Êtes-vous gourmand? Non. La raison pour laquelle nous, les humains, attachons une grande importance à la cuisine et avons inventé le dicton « un bon cuisinier peut gouverner un grand pays » et « attraper d'abord le ventre d'un homme » est que sans cuisine, nous grimperions toujours dans les arbres. La cuisine nous permet d'évoluer vers l'âge adulte, donc dans le subconscient des gens, être capable de cuisiner est lié à la capacité. Lorsqu'elle est appliquée à la vie, cette capacité signifie « une bonne épouse est si attentionnée » et lorsqu'elle est appliquée au travail, cela signifie « l'empereur ». Est-ce sage? Cette chose est-elle si mystérieuse? Parlons-en d'un point de vue scientifique. Quelle est la plus grande différence entre nous, les humains, et les plantes? Sans un corps complet de feuilles,
La photosynthèse ne pouvait pas avoir lieu. Je me prélasse au soleil et bois le vent tous les jours. En un demi-mois, je suis mort de faim. Les humains n'ont donc pas encore complètement évolué. Lorsqu'ils vivent dans la forêt avec d'autres frères et sœurs primates, la priorité absolue de chaque jour est de trouver de la nourriture. Imaginez que c'est l'aube du matin. En tant qu'animal sans armes, d'où viendront votre petit déjeuner, votre déjeuner et votre dîner? Je ne peux récolter que les fruits des plantes, et manger occasionnellement quelques fruits. J'attrape un lapin avec d'autres et je le mange cru. C'est déjà un festin qui peut me faire rire dans mon cœur pendant plusieurs jours. Analysons ces aliments. Les légumes et les fruits sont sauvages et varient selon les conditions climatiques tout au long de l'année. De manière générale, ils sont plus nombreux en été et en automne, mais moins en hiver et au printemps. Les petits animaux comme les lapins ne peuvent pas être mangés tous les jours et, à poids égal, la viande crue peut fournir beaucoup moins d'énergie que la viande cuite. Il est donc très probable que l'énergie que vous fournit le lapin que vous avez couru jusqu'au bout, poursuivi et travaillé dur pour attraper n'est pas autant que l'énergie que vous avez dépensée pour l'attraper. Par conséquent, avant de maîtriser l'art de la cuisine, la vie humaine est très monotone. Lorsque vous vous réveillez, vous vous levez pour chercher de la nourriture, manger pendant un moment, puis la chercher à nouveau, et manger et la chercher pendant un moment. La journée passe vite. Ce processus de recherche de nourriture est très inefficace et l'apport énergétique des humains est suffisant pour la consommation quotidienne. Ils sont tous très minces et n'ont aucune difficulté à perdre du poids. Comme nous l'avons mentionné précédemment, le cerveau humain est un gros consommateur d'énergie, 25% de l'énergie consommée chaque jour doit être utilisée dans le cerveau. Cependant, au premier stade de l'évolution, l'état du cerveau n'était pas si important. Parce que la capacité de se nourrir est relativement faible, les humains, comme les autres animaux, consomment la majeure partie de l'énergie qu'ils consomment pour maintenir les fonctions corporelles. Puisque vous ne cueillez que des fruits tous les jours, vous ne pouvez probablement pas beaucoup utiliser votre cerveau, alors donnez-lui simplement moins d'énergie. Même si cela semble relativement simple, donner moins d'énergie à votre cerveau est en réalité un processus compliqué. La quantité d'énergie consommée par le cerveau est étroitement liée au nombre de neurones dont il dispose. Plus le nombre de neurones est élevé, plus la personne est intelligente et plus l'énergie consommée par le cerveau est importante. À ce stade, nous constatons que moins d'énergie est allouée au cerveau, nous devenons naturellement plus bêtes. Soudain, un jour, les humains ont maîtrisé les compétences culinaires et le monde a changé. Le même lapin capturé lors d'une poursuite était non seulement délicieux après le rôtissage, mais le rendait également moins susceptible d'avoir faim après l'avoir mangé. Les êtres humains peuvent obtenir plus d'énergie en dépensant la même force physique dans le même temps. Dans le monde moderne, gagner plus d'énergie n'est peut-être pas une bonne chose car cela équivaut presque à une prise de poids. Mais au cours du processus d'évolution, plus d'énergie signifie que les humains ont la possibilité d'allouer l'énergie supplémentaire au cerveau. Au fil du temps, le cerveau aura la possibilité d'avoir plus de neurones et de devenir plus intelligent. Il sera suffisamment intelligent pour apprendre l'agriculture et l'élevage et démarrer une civilisation agricole. De ce point de vue, si un ancêtre ne maîtrisait pas un jour soudainement les compétences culinaires, notre cerveau serait comme celui des autres proches et ne pourrait être réduit qu'à un appendice du corps et ne jouerait pas de rôle déterminant. Nous considérons donc inconsciemment la cuisine comme une compétence extrêmement importante, qui à son tour affecte notre jugement sur les autres. Passons maintenant en revue les points clés de ce livre. Ce livre révèle un secret sur la raison pour laquelle les humains sont devenus l'esprit de toute chose, c'est-à-dire qu'avoir une tête lourde et grosse ne signifie pas intelligence. Plus il y a de neurones dans le cortex cérébral, plus il est intelligent. La technologie de cuisson humaine permet aux humains d'absorber plus, fournir plus d'énergie au cerveau, permet au cerveau de produire plus de neurones au cours du processus d'évolution et les gens deviennent plus intelligents. S'appuyant sur un grand nombre d'expériences, cet ouvrage permet d'envisager la place de l'humain dans le monde animal dans une perspective plus rationnelle. Notre cerveau est remarquable, notre cortex cérébral possède bien plus de neurones que toute autre espèce, ce qui nous confère d'excellentes capacités cognitives. Grâce à ces capacités cognitives, nous avons appris à cultiver, à créer des civilisations et à vivre sur cette planète d'une manière que les autres espèces ne peuvent qu'imaginer. Mais nous sommes ordinaires, nous sommes des primates ordinaires, suivons les lois évolutives des primates et coexistons pacifiquement avec d'autres espèces. La raison pour laquelle les êtres humains sont arrivés à ce jour est à la fois un accident du destin et une nécessité inévitable de l'évolution. C'est la fin de ce programme. Quelles sont vos différentes opinions à ce sujet? Bienvenue à laisser un message pour discuter avec tout le monde. Et, si vous aimez notre chaîne, abonnez-vous à nous. Ah, n'oubliez pas de l'aimer.